Tu veux savoir comment gagner contre une multinationale qui empoisonne les gens, mais aussi tous les coups bas qu'elle est prête à faire en coulisses pour te faire abandonner? Aujourd'hui, on parle du super film Goliath, où jouent Pierre Ninet, Gilles Lellouche et Emmanuel Berco, avec le réalisateur du film en personne, Frédéric Tellier. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille le réalisateur Frédéric Tellier pour parler du thriller écolo Goliath. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Ça tombe bien parce que je suis féministe, solidaire et écolo. C'est parfait. Tu as parfaitement ta place ici. Merci beaucoup de nous donner un peu de ton temps. Tu es donc le réalisateur du film Goliath. Pas du tout. J'ai réalisé Batman, moi, ça n'a rien à voir. Batman est un thriller écolo, je savais pas. Donc Goliath qui est actuellement en salle, clairement allez le voir, c'est une bombe et on va vous donner envie pendant 3 quarts d'heure. C'est un film d'enquête qui raconte un combat sans pitié entre Pierre Ninet, donc un lobbyiste qui défend un pesticide qui empoisonne les agriculteurs. Ouais. De l'autre côté, Emmanuel Berco, une citoyenne dont le mari a été empoisonné justement. Alors je suis sûr que vous allez adorer ce film, vous qui nous écoutez, parce que il résonne avec beaucoup d'épisodes de Soif de Sens, notamment Vandana Shiva, la militante indienne anti-OGM et prix Nobel de la paix qui a gagné beaucoup de procès contre Monsanto, ou les 2 épisodes sur la désobéissance civile avec ANV COP 21, qui a travaillé avec vous d'ailleurs sur le film, je crois. Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de consultants, comme on dit dans notre jargon, de conseillers, dont des gens de chez eux. Ouais, tout à fait. Super. Je vais te poser des questions dessus. Ouais. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, le film plaît beaucoup parmi les militants. J'ai vu Camille Etienne partager C'est sympa ou Guillaume Meurice en parler. Et effectivement, moi, le film m'a mis une grosse claque parce que t'as bossé, en fait, c'est très réaliste. Ouais, j'ai un petit peu bossé. Non, mais c'était l'idée du film d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est très rare parce que le film rencontre un grand succès, tant mieux pour nous, mais non, mais un peu plus sérieusement, tout ce qui est dans le film est vrai. Déjà, c'est ça qui est édifiant, c'est que effectivement, je pense que le film plaît parce que c'est un thriller efficace et que c'est un choc. Quand on le voit, les révélations dedans sont choc, mais c'est encore plus choc quand on sait que le film commence par cet avertissement. D'ailleurs, tout ce qui est dedans est vrai ou inspiré de faits réels. Ce qui n'est juste pas vrai, c'est le nom de la molécule, la tétrazine, que j'ai inventée, et le nom de la société agrochimique qui la vend, Phytosanis, qui n'existe pas non plus. Le reste, tout est vrai dedans. Donc, ça a été un gros travail d'enquête pour connaître ce sujet, puisque moi je suis cinéaste et pas scientifique ou journaliste, donc ça a été plusieurs années pour comprendre comment fonctionne ce milieu de l'agrochimie, des pesticides. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus le synopsis du film ? Le synopsis, c'est 3 personnages qui s'affrontent autour d'un sujet commun, d'un thème commun, un avocat qui va défendre une victime des pesticides, une victime collatérale des pesticides, puisque c'est une femme dont le mari a eu un cancer dû à des causes environnementales et qui va se mettre en guerre pour le défendre. Et puis un lobbyiste joué par Pierre Ninet, qui est un lobbyiste d'une société agrochimique, de l'agrochimie en général, qui lui défend les pesticides. Et puis au milieu de ces 3 personnages, la petite Lucie, une petite agricultrice qui va commettre, je vais pas spoiler tout le film pour ceux qui n'ont pas vu, mais qui va commettre un acte irréparable, qui va faire que ces 3 destins qui ne devaient pas se croiser vont se croiser, s'entrechoquer, se voir ou ne pas se voir, et finir ensemble à la fin dans une séquence que je ne dévoile pas non plus. Oui, on va pas vous spoiler. Voilà. Je trouve que même si l'argent joue évidemment un rôle essentiel dans les lobbies, par exemple, faut payer des dizaines de collaborateurs à temps plein qui ont tous leur bureau à 2 mètres de la Commission européenne, ou qui sont capables de payer un médecin prestigieux 1 million d'euros pour qu'ils disent que leur molécule n'est pas dangereuse, etc. Bref, malgré l'argent, je trouve que le film rend justice au fait que il faut beaucoup plus que de l'argent pour gagner ce genre de bataille. Enfin, c'est de la stratégie pure, c'est des échecs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, et c'est d'ailleurs assez troublant parce que
moi, j'ai essayé, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, j'ai essayé de faire un film qui ne théâtralisait pas la situation, qui ne l'embellissait pas ni ne l'enlaidissait. J'ai essayé d'être le plus factuel possible, ce qui m'a demandé effectivement le travail dont on parlait tout à l'heure, beaucoup de travail d'enquête pour être factuel, et y compris sur les lobbyistes. Je voulais pas qu'on pense que le lobbying sont des méchants en fait, j'avais pas envie de tomber dans la caricature de la petite mallette pleine d'argent qu'on ouvre. Ça se passe pas tout à fait comme ça, en fait. D'ailleurs, beaucoup de lobbyistes sont des avocats brillants qui, à un moment, embrassent une cause et défendent des intérêts. Ce qu'on peut reprocher au lobbying, c'est que c'est en permanence la défense d'intérêts privés. Ce sont pas des intérêts publics, ce sont pas des intérêts collectifs, c'est des intérêts privés pour une société, et qu'à ce titre-là, on ne se sert que d'un prisme de tout le spectre qu'on a devant nous sur un sujet. Par exemple, dans le film, à un moment, les lobbyistes défendent une cause en disant « Oui, mais si on arrête l'agriculture intensive, c'est tant de salaires d'agriculteurs en moins. » Oui, vrai, mais faux. Parce que d'abord, le principal souci de l'agrochimie n'est pas malheureusement le salaire des agriculteurs. On le saurait, c'est plutôt le rendement. Parlons justement des salaires qui parfois sont en dessous de 500 € par mois. Et par ailleurs, le prisme là est trop petit. Ce qui est important, c'est tout le spectre, c'est-à-dire la mise en cause de la vie des gens, des innocents, le travail sur l'ignorance qui est fait pour que toi et moi, qui ne sommes pas des scientifiques, qui nous levons le matin pour bosser, emmener les enfants à l'école, rentrer le soir, faire les devoirs. En fait, j'ai pas le temps de m'occuper de ce dont on parle dans le film, donc moi je mange au meilleur coût parce que voilà. Et donc ça parle de ça. Après, où je te rejoins, c'est que n'est pas lobbyiste qui veut. Il faut avoir un certain talent quand même. Il faut être un brillant orateur. Il faut avoir des capacités cognitives assez développées. C'est ce qu'incarne très bien Pierre Ninet avec toute sa maestria, toute sa beauté, toute sa puissance dans le film. C'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter, à qui on a envie de ressembler. Et puis souvent dans cette pardon juste pour le charisme, oui, sinon j'ai pas trop envie de lui ressembler, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire, il est attirant, oui. Il a la vie facile, quoi. C'est ça qui est, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui philosophiquement doit nous interroger, c'est cette fascination, cette espèce de fascination, cette grande messe de l'argent, de la vie facile. En fait, il y a quand même des aspects de la vie qui ne sont pas si faciles, mais c'est ça, réussir une vie, c'est arriver à créer des joies même quand il y a des situations compliquées, et ne pas se dire qu'il n'y a jamais de situations compliquées. Il y en a des situations compliquées. Mais c'est vrai que lui, il est, comme on dit, moi j'ai fait pas mal de publicité quand j'étais plus jeune, je réalisais de la publicité, c'est un personnage aspirationnel, quoi. On a envie de lui ressembler parce que tout a l'air facile. Comme de Wall Street ou de voilà, exactement, ouais. En moins déglingue. Dans le film, il y a donc deux camps, ceux contre et pour l'interdiction du pesticide, donc pour simplifier, les lobbies versus les citoyens, l'avocat, la militante, et vraiment les deux camps se rendent coup pour coup. Moi, j'ai adoré justement comment tu montres la large panoplie des armes, on va dire, à disposition des deux camps. Par exemple, du côté des lobbies, est-ce que tu veux nous partager quelques-unes de leurs stratégies ? Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a deux camps. Je dirais plutôt, juste, c'est pas pour te reprendre parce que tu fais une analyse parfaite de ce film. Mais je dirais plutôt qu'il y a le camp de la connaissance et le camp de l'ignorance. La connaissance, c'est ceux qui s'en servent, les lobbies, l'agrochimie, la science manipulée par eux, et puis ceux qui découvrent, en l'occurrence Emmanuel Berco qui découvre le sujet par son mari qui est malade, et puis ce petit avocat environnemental divinement joué par Gilles Lelouch qui va découvrir ce sujet et mener une enquête. Alors, deux stratégies totalement différentes. Les lobbyistes, effectivement, eux, quand par exemple ils se retrouvent autour d'une table à Matignon avec certains ministres, et que le Premier ministre dit, suite à un événement compliqué qui s'est passé dans la société de la petite Lucie, l'agricultrice dont on a parlé tout à l'heure, j'ai voulu réunir autour de la table tous les sachants, ministre de l'Industrie, ministre de l'Agriculture, et puis deux représentants de l'agrochimie. Bam, on se retrouve sur Pierre Ninet et son compère joué par Laurent Stocker, les deux lobbyistes, et le Premier ministre leur dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et eux, ils disent « À horizon 2050, on sera 10 milliards sur Terre, il faut produire, accélérer le rendement, sinon on va mourir de faim. » Voilà, par exemple, un petit panel de ce qu'il pourrait dire. En fait, quelque part, relisons Machiavel, relisons Schopenhauer, et on voit que c'est des stratégies de communication qui opacifient une partie pour mieux mettre en lumière une autre, quoi. C'est vraiment le principal reproche qu'on pourrait faire au lobby.
Oui, puis déjà, le fait de se retrouver à la table des ministres, alors qu'il n'y a pas des assos ou d'autres, enfin, c'est exactement ce qui a fait déborder Nicolas Hulot, et il a fait démissionner. Et bah, lui, c'était par rapport à la chasse, mais de pas comprendre pourquoi à chaque fois il y avait des lobbies dans ces réunions. Non, mais t'as raison. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas une parité. De l'autre côté, il n'y a pas les ONG qui représentent le contre-pouvoir. Oui, soit il y a chaque parti, soit il n'y a personne, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est assez complexe, ce dont tu parles. C'est vraiment le cœur de la réflexion de ce film. C'est pourquoi est-ce que quand il y a de l'argent, il y a toujours des lobbies de l'organisation, et pourquoi quand il y a du bon sens, il n'y a pas de lobby. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs ce que je dis, parce que les ONG quelque part, ça peut être des lobbies aussi. Il y a des lobbies du vert et du vivant, mais on est moins organisé, on a moins de pouvoir. Ouais. Moi j'ai noté, j'en avais vraiment beaucoup, mais c'est une partie, mais j'en ai. Je vais t'envoyer un DVD. Je vais t'envoyer un DVD. Je te promets, dès que les DVD sortent, tu seras le premier à qui j'enverrai un DVD. Ah bah, avec grand plaisir. Faut que je me trouve un lecteur de DVD maintenant. Ah merde, ouais, bon, tant pis. Mais ce serait avec grand plaisir. Bah, tu le garderas avec le blister comme un collector. Bah oui, offert par toi, carrément. Moi, j'ai noté 5 stratégies du côté des lobbies, et je te propose de délire celle qui, toi, te révolte le plus. Ah ok, pardon, ouais. Donc il y a le simple, efficace, discréditer la personne, donc avec des fake news, des rumeurs amplifiées par des robots, des trolls sur les réseaux sociaux qui traînent dans la boue. Faire reporter un vote de l'Union européenne le vendredi soir et faire traîner pour que des élus partent et que ce soit plus facile de faire passer le vote au milieu de la nuit. Ça, je connaissais pas. Carrément effacer des ruisseaux des cartes pour ne pas avoir à les purifier. Faire signer des contrats de silence à tes lobbyistes ou aux médecins avec qui tu bosses. Et enfin, celui qui a beaucoup été repris, quand un politique redit mot pour mot au JT les paroles d'un lobbyiste. Ah, ma préférée j'aime bien les 5. Ça tombe bien, c'est toi qui les as. J'aime bien les 5. Ce qui est effrayant, c'est que les 5 sont vrais, hein. Bien sûr, oui. Une fois de plus, sont des faits réels. C'est vrai que j'ai une petite tendresse pour la première. Le discrédit, ok. Non, pardon, pour celle que t'as mis à la fin. Le mot pour mot. Le mot pour mot, parce que ce qui est terrible dans le mot pour mot, c'est que ça marche à tous les coups. Même sur des petits trucs, on est frappé de plein fouet par une pandémie du Covid, on appelle ça le Covid, puis à un moment, c'est pas pourquoi, on entend de plus en plus dire la Covid. Alors, tous comme des petits moutons qu'on est, on dit la Covid, puis finalement on est revenu, on dit le Covid. C'est-à-dire on fait vraiment... C'est aussi un film, je crois, qui parle de ça, de la raréfaction du bon sens, de la raréfaction du discernement. On est de moins en moins apte à réfléchir, parce que peut-être nos cerveaux sont de moins en moins disponibles, parce que de plus en plus sollicités par un multi-choix exponentiel de tous les côtés. On ne sait plus vraiment quelle chaîne de télé regarder, bam, il y en a plein. Il y a une grande plateforme qui sort, bam, il y en a 6 maintenant. Il faut avoir un avis tout de suite. Non, mais on n'a plus le temps, on appelle ça la slow life maintenant, mais juste vivre, prendre du temps, se documenter un peu, échanger, se faire son propre avis, revoir le cercle des poètes disparus pour retrouver l'origine de tout ça, mais... C'est quand même moins gênant quand c'est un citoyen qui répète ce que quelqu'un d'autre a dit, que quand c'est un dirigeant sur un scandale sanitaire, quoi. Bien sûr. Oui et non, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand un citoyen le répète, c'est que ça a déjà passé par les vannes d'avant et que ça finit sur toi, ou toi-même t'arrives à être convaincu en disant... oui, je vais appeler ça le Covid, la Covid, finalement le Covid. Oui, finalement, une agriculture, ce qui serait bien, c'est une agriculture raisonnée. Ah oui, finalement, c'est vrai, le nucléaire, c'est pas mal. Je te dis ça, j'en sais rien, j'ai pas d'avis sur tout ça. Je me dis juste, ça m'embête de ne pas avoir d'avis et de répéter bêtement ce que j'entends à la télé ou à la radio, quoi. J'ai envie d'avoir un avis. Pour avoir un avis, ça prend du temps, en fait. Ça me demande de la documentation, de l'investissement que j'ai pas forcément. Et c'est là où j'aimerais bien, moi, me reporter sur ceux en qui j'ai encore envie d'avoir confiance, c'est-à-dire les hommes politiques, les journalistes et les scientifiques. Ouais. Voilà, donc j'aimerais les entendre un peu plus et de manière un peu plus vertueuse, quoi. Inversement, tu montres du coup aussi toute la panoplie qu'on a nous en tant que citoyens. Ouais. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 exemples que tu as envie de nous partager ? Alors, déjà, la grande ligne, comme on a fait tout à l'heure, c'est vraiment un film en particulier sur ce personnage qui va de la parole à l'action. Action un tout petit peu faute de mieux,
ceux qui verront le film ou qui l'ont vu comprennent ce que je dis. Faute de mieux, parce que voilà, quand la parole n'est plus entendue, on commence par s'exprimer, puis quand on s'exprime, qu'on n'est plus entendu, on passe à l'action, qui est là en l'occurrence coordonnée, mais qui est peut-être pas la plus efficace. Voilà. Mais il y a soit le citoyen victime, soit la victime collatérale. Mais en l'occurrence, le personnage d'Emmanuelle Berco, il y a des groupes d'action. Elle se regroupe dans des groupes d'action, des militants. Manifestations. J'imagine que dans ta petite liste, tu as pensé à ces réseaux en live qui sont très, j'ai adoré, très efficaces. Ouais. Le fait de la puissance du live, par exemple, pour prendre quelque chose en flagrant délit, ça m'a marqué parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans ce sens-là où on expose un lobbyiste. Et en plus, là, ce qui est fort, c'est que c'est live. Donc, les militants qui font cette opération prennent ce risque énorme que ça ne marche pas et que ça les dessert. En l'occurrence, là, ça marche parce que c'est un flag. C'est vraiment un flag, puisque sans dévoiler tout le film, ils vont mener une opération. Ils entendent parler d'un grand scientifique qui savent être acheté par l'agrochimie qui vient témoigner au 19-20. Et en fait, ils retrouvent le scientifique qui est en train de festoyer dans un très grand restaurant parisien avec des lobbyistes de l'agrochimie. Alors que le type s'est dit indépendant au 19-20, donc il le filme en live en disant « Ah ben c'est pas vous qu'on vient de voir au 19-20, soi-disant vous êtes indépendant et là vous dînez avec… » Voilà, ils sont en train de se congratuler du 19-20 où il a été brillant puisqu'il a semé une fois de plus le doute. On appelle les lobbyistes de l'agrochimie les marchands de doute. Il a semé une fois de plus le doute en répétant cette phrase que ce n'est pas plus toxique que les bonbons qu'on donne à manger à nos enfants. Or, comme d'habitude, ce n'est pas le cœur du problème. C'est pas que c'est pas plus toxique que les bonbons, c'est que c'est toxique. Peut-être les bonbons le sont aussi, mais c'est toxique. Mais j'imagine que tu as une petite liste à nous donner. Un peu moins, parce que je vais pas faire que la panoplie, mais oui. Il y avait aussi effectivement les lanceurs d'alerte qu'on oublie souvent, mais qui peuvent avoir accès à des documents confidentiels et qui peuvent être dans n'importe quel camp, en l'occurrence. Ou pour moi, un truc plus large qui est l'importance de contrôler le storytelling à chaque étape, à chaque attaque, de répondre et de prendre la parole soi-même dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je sais que Assa Traoré du comité Adama en parle beaucoup dans la lutte antiraciste et le contrôle du storytelling pour pas se faire happer par… c'est une bataille d'histoire en fait entre les deux camps. Mais oui, c'est une bataille d'histoire, mais là aussi, il y a une énorme disproportion de moyens et une inéquité totale parce que nous on va le faire comme citoyens et alors je ne nous souhaite pas de le faire à titre individuel parce que là t'es noyé sous le business, surtout qu'en face, comme on montre dans le film, il y a des trolls, des robots et que ça en envoie des dizaines de milliers par minute. Quand toi, tu essayes de répondre vaguement à te justifier, c'est là où on devrait légiférer là-dessus, sur cette disproportion de moyens entre la personne morale et la personne physique quand la personne physique est attaquée. Et encore, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un truc où c'est un peu moins déséquilibré parce que, pour la peine, c'est une arme citoyenne et collective qui est pas chère et qui est même gratuite. Et où souvent, l'intérêt général peut vite devenir viral et c'est comme ça que des comités Adama ou des Camille Etienne ou plein d'autres campagnes peuvent justement vraiment mettre à mal ces multinationales, quoi. Oui, c'est vrai. C'est peut-être finalement le vrai côté chic des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup de pas chic parce que c'est aussi devenu un réceptacle de toutes les haines, de toutes les bêtises, de toutes les réactions sans penser derrière. Mais c'est vrai, évidemment, que c'est un moyen d'expression moderne qui peut être hyper efficace et pertinent. Ouais. Toi, Frédéric, pourquoi ce film, il te tient à cœur ? Il me tient à cœur pour plein de choses. D'abord parce que je suis un cinéaste et que de faire un film, c'est des années de ma vie. Donc c'est une petite vie dans ma vie quand même. C'est beaucoup… après, je veux pas faire… c'est la séquence émotion, je le dis. Mais je vais pas la faire trop longue. J'adore les séquences émotion. C'est beaucoup de… D'abord, moi, je viens pas de ce milieu-là. Ça a été beaucoup de travail pour y arriver, à faire des films. Mais après, c'est beaucoup de sacrifices aussi de faire un film, beaucoup d'investissements. J'ai toujours détesté en parler parce que quand j'étais simple spectateur, ça m'embêtait toujours de voir des cinéastes qui disaient ça a été un film très dur. En fait, je m'en fous, j'ai envie de voir le film, il est bien ou pas, j'ai pas envie qu'on me dise. Mais là, de toi à moi, puisqu'on est que tous les deux,
Voilà, ça me tient, un film, moi, forcément, ça me tient à cœur. Celui-ci, c'est 10 ans de travail. C'est énorme dans une vie. Bah, tu vois, on disait tout à l'heure 4-5 ans d'enquête. Quand on parlait de l'enquête, 2-3 ans d'écriture de scénario, 1 an et demi de tournage, montage. Enfin, je fais pas que ça pendant 10 ans, mais c'est un énorme investissement dans ma vie. Donc, j'y tiens. D'abord, j'y tiens pour ça, simplement cette raison. J'y tiens parce que j'ai une passion pour le cinéma, pas d'un cinéphile, je suis pas un grand intellectuel du cinéma, j'aime ce que ça me provoque, donc j'aime faire des films en me disant que ça provoque peut-être ça chez les gens en salle, ce plaisir d'aller voir un film en salle, de s'émouvoir, de pleurer, de rire, de se mettre en colère, de réagir, voilà. Et évidemment, après, ça me tient à cœur parce que t'imagines bien qu'en passant presque 10 ans sur un sujet, tu finis par épouser le sujet, tu en connais toutes les ficelles, et du coup, tu te dis que ça vaut le coup d'en parler. Et quand je vois les retours et le succès en salle et les retours politiques ou sociétaux qu'on a sur le film, j'avoue que c'est une grande, grande fierté, pour ne pas dire une grande satisfaction. Donc ce film me tient à cœur pour ça, parce que il y a une dizaine d'années, quand j'ai découvert le sujet, j'ai ressenti un grand écœurement du sens de la vie, et je me suis dit il faut que j'en parle pour échanger, pour que je sois pas tout seul à savoir ça, quoi. Tu l'avais découvert avec quel scandale? En fait, je l'avais découvert, ce scandale sanitaire, t'as raison de parler de scandale, je l'avais découvert à travers un petit livre que j'avais lu vraiment tout à fait par hasard, qui s'appelait le livre noir, qui s'appelle toujours le livre noir de l'agriculture, qui avait été écrit par la journaliste Isabelle Saporta. J'avais lu ça, mais vraiment, je crois que le bouquin était sorti, je l'avais acheté, je l'avais mis pendant 1 an et demi sur une étagère. J'étais parti à l'étranger terminer l'écriture d'un autre film. J'avais pris ce petit livre parce qu'il était petit et je l'ai lu. Pour te changer les idées. Et là, j'ai totalement plus envie d'écrire le film que j'étais en train de faire. Et je suis rentré dans ce délire-là. J'ai cherché de la documentation et puis avec l'envie très rapidement chevillée au corps d'en faire un sujet de cinéma, d'en faire un film avec tout ce que ça comporte. Hein. C'est pas un documentaire, c'est un film, de faire du cinéma ample avec des beaux acteurs, des belles séquences, de la tension, c'est un vrai thriller, quoi. Mais de me dire, il y avait une vraie. Moi, j'adore le cinéma engagé ou militant, mais il y avait une vraie place pour en parler, ouais. On l'a dit, t'as fait relire le scénario à des activistes non violents, en l'occurrence comme Pauline Boyer d'ANV COP 21. Quel conseil est-ce que elle ou s'il y en avait d'autres t'ont donné, par exemple? Alors, j'ai fait lire Pauline, ça a été une des 3-4 très privilégiées qui m'a suivi du stade de l'écriture jusqu'au tournage. Elle était avec nous sur le tournage. Pauline, ça a été, une fois de plus, moi je voulais être très factuel dans le film. C'est un peu ma façon de faire des films aussi, d'être très à la fois poétique et réaliste. En tous les cas, d'être irréprochable sur les faits. Donc Pauline m'a accompagné, surtout elle a relu différentes épreuves du scénario, à chaque fois en le critiquant, en disant mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on dit, on dirait plutôt ça, ou il se passerait plutôt ça, ou si on fait ça, la conséquence. Donc elle m'a carrément éclairé l'horizon. T'as un exemple en tête ou il y a eu tellement de feedback? Non, il y a eu plein d'exemples, mais par exemple la réunion des militants, je l'ai vraiment écrit cette séquence, je l'ai écrite en écoutant Pauline. Oui, le fait de devoir décider, par exemple. Voilà, la prison, ceux qui vont à droite, voilà, ça c'est Pauline qui me l'a raconté. Est-ce que t'es prêt à faire de la prison ou pas? Ensuite, dans la manifestation de fin, les mains en rouge, c'est une idée de Pauline. Donc, elle était sur le tournage, hein, je l'avais conviée sur le tournage, elle est venue, elle a fait ce serait peut-être bien qu'il soit. Hop, on a inventé ça au dernier moment. Voilà, ça a été une grande source d'inspiration qui en plus était très agréable, ça vaut le coup de le souligner, c'est pas gnangnan, mais c'est très agréable de travailler avec des gens comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, là on a pas mal de demandes politiques autour du film, on a fait une projection à l'appel de Grenoble avec Éric Piolle, on est allé projeter le film à la demande du Parlement européen à Bruxelles, on va le projeter à l'équipe de Yannick Jadot, donc c'est vraiment une belle reconnaissance aussi pour le film. Et là, ce matin, un journaliste m'a dit, mais ça vous embête pas d'être que dans le camp des Verts? Alors je lui ai dit, moi c'est en parlant de Pauline que ça me fait penser à ça. Je dis, moi je suis dans le camp de personne, c'est eux qui me sollicitent. On pourrait juste s'étonner que ce soit des gens qui ont une vraie conscience du vivant et de la délicatesse de la vie qui m'appellent pour ce film. Moi je serais ravi que des gens de droite ou de gauche m'appellent mais non. Bizarrement, c'est que les gens qui ont des mots sensibles sur une considération
très accrus très sensibles sur le vivant qui me contactent pour faire des projections que je fais de manière totalement apolitique. On pourrait parler politique après, c'est un autre sujet. Moi, je le fais comme cinéaste, je réponds à des gens qui s'intéressent à ce sujet, c'est tout, quoi. Mais en l'occurrence, c'est presque plus de la santé publique, donc ça touche tout le monde que de l'écologie, quoi. Complètement. Tu pourrais te lancer en politique. Et du coup, je trouve ça se voit qu'il y avait vraiment au moins 118 clins d'œil à la vie militante, et que ce soit les logos XR dans les actions, j'avais vu le petit badge de l'appel des coquelicots, t'as dit les mains rouges, etc. Et j'imagine qu'il y en a plein que j'ai loupé. Mais voilà, je suis loin d'être le citoyen le plus militant, mais je trouve que c'est un film qui résonne fort chez les activistes parce que on s'est entendu, en fait, c'est une forme d'hommage, j'ai l'impression. Et le film, j'espère, il va créer des vocations d'activistes ou d'engagement politique divers, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur l'impact que le film a déjà pu avoir ? Oh là là, des anecdotes, j'en ai plein. Je sais pas comment les trier, mais c'est vrai que quand on fait un film, il y a plein de sortes de reconnaissance. On en parlait juste avant. Il y a plein de sortes de reconnaissance. Il faut voir que sur un film comme ça, il y a deux sorties de film. Il y a la sortie en salle. Là, le film cartonne en salle, il est dans les plus gros chiffres d'entrée, donc ça veut dire que les gens vont le voir, et il dure puisqu'on est en 4e semaine et qu'on est toujours dans le haut du box-office. Super. Donc ça, c'est génial parce que je peux pas te dire le nombre de mails sur mon Facebook que je reçois de témoignages, soit de gens qui ont connu des drames à travers les pesticides, évidemment des gens malades, un suicide d'agriculteur tous les 2 ou 3 jours chez nous. Donc, t'imagines le nombre de témoignages que j'ai. Ça c'est une vraie émotion. Et puis j'ai présenté le film un peu en région, en France. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. Ça c'est très touchant. Dans cela, il y a aussi quelquefois, ça m'est arrivé sur d'autres films, et sur celui-ci, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, des petits jeunes qui disent moi, avec votre film, ça a changé ma vision du monde. Je vais maintenant m'engager, ou je vais faire plus attention, ou comment je peux faire. Après, il y a presque une petite confusion entre cinéaste et scientifique ou activiste, c'est-à-dire j'ai pas toutes les réponses aux questions qu'on me pose, mais je comprends l'émoi que ça suscite. Et puis l'autre parallèle, c'est l'écho que ça a, on en parlait tout à l'heure, sur la politique, sur les instances. Et là, pour nous, c'est un carton plein parce que entre Grenoble, l'Europe et l'équipe des Verts sur une liste aux élections présidentielles, on se dit que c'est évidemment que c'est intéressant d'avoir un retour et de sentir que ça leur parle. Je sais pas, par exemple, celle qui me touche le plus, qui a été assez récente parce qu'on est allé présenter le film au Parlement européen dans un hémicycle plein à craquer la semaine dernière. Il y avait 2 eurodéputés qui étaient les modérateurs du débat qu'il y a eu après le film. Et puis on a parlé pendant 1 heure et demie du film. Et à un moment, un des 2 eurodéputés a dit avec ce film-là, vous faites plus en 2 heures que tout ce que nous on a fait en 2 décennies de lois, de décrets, ça c'est hyper touchant. Alors évidemment, c'est la puissance du cinéma, des émotions, des personnages, des combats qu'on voit à l'écran, de la façon dont on se sent ressembler à tel ou tel personnage. Mais c'est une sacrée reconnaissance pour presque 10 ans de travail sur ce film. C'est hyper touchant. Ouais, j'imagine. J'y pense, dites-nous en commentaire sur le podcast ou YouTube si vous avez déjà vu le film et ce que vous en avez pensé, ou si vous l'avez pas vu, si vous avez, dites-nous si vous avez envie d'aller le voir et pourquoi. Ce qui m'a semblé très juste, c'est que tu montres à quel point ce qui compte, c'est pas tant le rapport de force réel que perçu. Parce que les lobbies font tout pour te faire perdre espoir, et ça se joue tellement dans la tête, en fait. Enfin, c'est une guerre psychologique, et on a tendance à croire que c'est souvent perdu d'avance. Mais moi, je pense que les multinationales, elles sont plus fragiles que ce qu'on croit. Alors, ça reste des colosses et très dur de gagner contre elles. En fait, c'est possible. Enfin, ça arrive tous les ans. Et en fait, je trouve ça même très dangereux de croire que c'est perdu d'avance parce que du coup, ça donne raison aux multinationales qui, des fois, étaient à 2 doigts de perdre. Et c'est juste qu'on le savait pas. Et justement, le film retranscrit très bien les montagnes russes d'émotions par lesquelles on passe quand on milite, ou même juste quand on est citoyen lambda, entre la colère, la frustration, l'espoir, le désespoir, la tristesse, l'abattement, la joie. Est-ce que c'était une volonté de mettre en avant cette guerre psychologique qui crée un tourbillon d'émotions ? Bien sûr, bien sûr.
tout à fait d'accord avec toi, tout à fait en accord avec ton analyse. Bien sûr, c'était une vraie volonté parce que au-delà du sujet et de l'histoire, du fond et de la forme, moi, ce que j'aime faire, c'est un cinéma proche de l'être humain. Donc, ce que j'aime faire, c'est faire ressentir ce qu'on ressent et pas que ce soit des personnages qui nous ressemblent pas du tout. Oui, donc j'avais vraiment ça, envie de plonger le spectateur dans un tourbillon qu'il connaissait, pas forcément sur ce sujet, mais qu'il connaît dans sa vie, dans le tumulte de nos vies, dans les émotions qu'on peut avoir, les doutes, les atermoiements, les hésitations, les regrets, les espoirs. J'avais envie de le plonger au cœur de ça avec les personnages. Donc c'est complètement ça. Et je te rejoins totalement aussi sur le militantisme, c'est pas une action héroïque d'un jour, c'est une conviction à l'intérieur, une fois de plus, de l'intelligence propre à soi-même et à un groupe qui nous ressemble, d'aller vers des choses sur lesquelles on est convaincu, quoi. Donc ça doit être un état d'esprit chaque jour. Alors moi, je prône, moi, je ne sais pas si je suis écolo, j'en sais rien, c'est tellement récupéré de partout en ce moment que ça me fait un peu peur. Il y a le mot et les connotations qu'il y a autour. Ouais, c'est toute la récupération. Bon, ce dont je suis persuadé, c'est de me sentir bien dans le courant humaniste, le vrai courant humaniste, presque ancestral, quoi, les valeurs humaines, l'épanouissement. Je crois vraiment à ça. Je crois pas au verticalisme des puissants et des moins puissants, des puissants plus intelligents qui ont besoin. J'y crois pas du tout. Je pense que tout ça peut être transversal et poreux. Donc je crois à ça. Alors j'avais effectivement envie de montrer ce dont tu parles, que déjà avoir une conviction, c'est beaucoup dans la vie, et que forcément, le film s'appelle Goliath, sous-entendu David contre Goliath, l'histoire de ce petit berger qui a mis à terre ce grand colosse et qui est devenu roi. Donc, d'une certaine manière, tous les militants sont des petits rois en puissance, quoi. Je crois, hein. Pierre Ninet raconte qu'il voulait rencontrer des lobbyistes pour préparer son rôle et il refusait tous. Ouais. Il a fini par réussir à rencontrer 2 anciens lobbyistes, je crois. Ouais. Et il y en a un qui lui a expliqué que si le glyphosate, parce que le film fait notamment allusion au glyphosate, si le glyphosate était interdit, Bayer Monsanto avait déjà un produit chimique similaire qui allait le remplacer et qui marchait très bien en fait. Et donc chaque année où un pesticide dangereux n'est pas interdit, en fait c'est que du bonus pour eux parce qu'ils ont déjà un plan B. Est-ce que toi, tu as eu du mal à avoir des infos pour comprendre comment fonctionnent les lobbyistes de l'intérieur ? Oui, tes questions sont tellement profondes j'ai du mal à y répondre avec une seule réponse. Mais oui. T'as qu'à pas faire des films aussi profonds aussi. Non, mais là une fois de plus, t'as raison sur tout l'horizon. Oui, moi j'ai eu du mal. J'ai eu du mal quand j'ai enquêté sur le sujet. J'ai eu du mal parce que c'est un milieu extrêmement discret par définition. Donc entre discrétion et opacité, la frontière est assez fine. Oui, puis ils ont aussi intérêt à être opaques. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai eu du mal parce que j'ai du mal à accéder à eux. Quand j'appelais, c'est des coups de fil qui restaient longtemps sans réponse ou avec des demandes de rappeler à telle date pour ne jamais avancer. Et finalement, j'ai beaucoup plus avancé avec les journalistes spécialisés. Et puis finalement, j'ai eu accès, moi de mon côté aussi, à deux lobbyistes, un repenti comme Pierre, lui, c'est 2 repentis auxquels il a eu accès. Et puis un pas repenti, mais en dissimulant un peu notre projet pour qu'on se fasse pas bâcher tout de suite. Donc on a eu des infos dessus, mais c'est vrai que ce sont des infos très difficiles à avoir, ce qu'on comprend assez facilement d'ailleurs, vu qu'ils travaillent plutôt en toute discrétion, ils n'ont pas envie d'exposer à quiconque leur passe un coup de fil. Voilà, donc. T'as presque fait du journalisme d'investigation en fait. J'ai fait du journalisme d'investigation sans aucune méthode et aucune formation, donc peut-être que ce qui m'a pris 5 ans aurait pris 2 jours un journaliste ou 2 semaines. Moi, ça m'a pris un petit. Non, j'exagère un peu parce que quand même, je fais ça depuis que je fais des films, donc j'ai quand même une méthode. Et puis j'en parle souvent avec des potes journalistes. Ce qui prend du temps, c'est surtout quand tu connais pas un sujet, de l'appréhender et de recouper les pistes. Ça prend du temps parce qu'il faut multiplier les sources d'infos pour voir si on te donne la même info de partout. Donc ça prend vachement de temps, ouais, bien sûr. Ouais. Apparemment, il y avait aussi des anciens lobbyistes qui ont avoué à Pierre Ninet qu'il y a des labos fantômes au service des lobbies. En tout cas, c'est ce qu'il racontait en interview, qui sont payés toute l'année pour faire des études bidons
pour ne rien trouver, Ouais. pour qu'il n'y ait pas de corrélation entre, par exemple, des cancers et un pesticide. Comme ça, le jour où il y a un scandale, tu peux dire non, mais regardez, il y a 200 études qui disent que notre produit n'est pas dangereux. Ouais. On en parle un peu dans le film avec ce scientifique canadien qui vont pêcher, qui arrive et qui dément formellement les études scientifiques. C'est le principal travail des lobbies, en tous les cas en ce qui concerne les grands scandales sanitaires type tabac ou pesticides. C'est de mettre le doute sur la science. Or, en plus, moi j'ai rencontré beaucoup de scientifiques. Par nature, les scientifiques sont dans le doute. Rien n'est jamais acquis en science. Ils font des expériences qui peuvent renouveler parce qu'il y a un nouveau matériel qui arrive ou une nouvelle vision du monde. Donc, ils sont facilement défonçables, les scientifiques, puisque ce sont des gens humbles qui travaillent dans des labos en disant, bon, moi, il me semble que ça pourrait être un perturbateur endocrinien, mais voilà, n'empêche que quand sur un perturbateur, quand sur un produit, il y a le doute de cancérogène, suivant les appellations perturbateurs endocriniens, il faut quand même un peu s'en méfier si ça vient de la science. Bien sûr, c'est le principe de précaution, quoi. Voilà, et bien sûr qu'eux diront, non, mais ça va, il y a une étude sur 1000 qui dit que, mais même quand il y en a qu'une sur 1000, c'est déjà énorme. Et je te rejoins aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure, pas perdre espoir, parce que il y a quand même eu des grosses marches arrière de l'industrie sur certains produits, notamment le scandale du chlordécone qui, moi, me touche au plus haut point, qui est ce pesticide qu'on a répandu aux Antilles françaises pendant des années. Résultat, aux Antilles françaises, 95% de la population est touchée par des maladies connexes. Personne ne le sait, mais c'est le record mondial du cancer de la prostate, c'est aux Antilles françaises dû au chlordécone. Et ça rejoint l'idée que le chlordécone a été commercialisé dans les années 75, interdit en 76 aux États-Unis, interdit dans les années 2000, je crois, en France. Puis il est revenu, il s'appelait un premier nom, on a trouvé un substitut, en fait on l'a analysé, c'était du chlordécone dedans. Donc il y a toute une espèce d'arnaque de façade comme ça, et le résultat aux Antilles est désastreux là-bas, quoi. Parce qu'on a sulfaté les bananes, soi-disant parce qu'il y avait le charançon, un insecte soi-disant nuisible. Ouais. Bon, en fait, on a sulfaté pour vendre ça et pour provoquer du rendement supplémentaire dont on n'avait peut-être pas forcément besoin. Tu as commencé en disant que tu allais parler d'une victoire, du coup j'étais trop content et là tu m'as tout déprimé. Non, mais alors donc finalement le chlordécone est interdit. Bah, le chlordécone, on a quand même eu des victoires. Les PCB, on a PCA, PCB, on a avancé sur un des deux. Certes, l'autre a remplacé le premier. Il y a quand même des victoires. C'est vrai qu'après, on est face au diable, quoi. Donc, c'est à quel prix à chaque fois, quoi. Moi, c'est mon plus grand accablement. Comment est-ce que des gens peuvent se réunir autour d'une table en disant, bon, il va y avoir de la casse humaine, et comme le tabac, comme l'amiante, comme le sang contaminé, quoi. Comment est-ce que des gens peuvent se réunir en ne comprenant pas ce dont parle le personnage d'Emmanuel à la fin? Ces gens ne voient donc pas la peine, les corps qui ont mal, la souffrance, les familles détruites. Bah alors ils ont une capacité diabolique à l'oublier ou à le négliger au passage, parce que mais tu sais, c'est assez étonnant, j'ai rencontré deux représentants de la sphère politique quand je développais le sujet, avec qui j'ai eu cette discussion. Les deux ont tenu le même discours que j'ai mis dans le film en disant attention, parce que si on fait ça, les agriculteurs vont être dans la merde. Si on arrête l'agriculture intensive, on doit considérer l'intérêt collectif, l'intérêt général, qui est les salaires. Alors, avec le temps, j'ai appris à répondre à cette question. D'abord, l'intérêt général, c'est la vie, c'est la protection de la vie, c'est pas la protection des salaires. Et alors, côté salaire des agriculteurs, parlons-en. Une fois de plus, parlons-en. Si on doit vraiment les protéger, là, c'est plutôt l'exploitation des agriculteurs, des paysans, et pas du tout une mise en avant de leur qualité de vie ou protection de leur qualité de vie. Donc, voilà, faut faire attention. Après, on est dans une civilisation totalement folle qui s'est totalement emballée. Donc, il faut être de plus en plus vigilant, faire fonctionner de plus en plus nos cerveaux et nos âmes, nos cœurs, pour arriver à ces victoires. Mais on va y arriver. Regarde, le glyphosate a quand même été en partie interdit, pas complètement, mais on va y arriver forcément. Ah oui, de toute façon, plus le temps passe, plus il y a de la transparence et des forces citoyennes qui se développent, quoi. Et dans le film, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit ces chiffres. On mange 36 pesticides par jour. Donc ça, je crois que c'est un vrai chiffre. Oui. Et dans 20 ans, 1 Européen sur 3 aura un cancer lié à des causes environnementales, comme les pesticides. Ouais. Celui-là aussi, c'est un vrai chiffre.
Tous les chiffres sont vrais dans le film. Tous les chiffres et tous les faits sont réels. Donc, ce sont des vrais chiffres. Beaucoup viennent de l'INSERM et d'autres études que j'ai eues ou d'autres rendez-vous avec des scientifiques. Mais c'est marrant, cette histoire des 36 pesticides sur la pomme. Là, je suis allé faire une présentation du film en Belgique. Dans une salle en Belgique, et il y a un scientifique belge qui est venu me voir à la fin du film et il m'a dit: c'est marrant que vous disiez ça parce que moi je l'ai fait cette expérience dans mon labo. C'est un grand scientifique, hein. Et il a dit: moi j'ai fait cette expérience et j'en ai trouvé 38 sur la pomme, pas 36 mais 38. Donc c'était marrant, suivant les études en France, j'avais suivi un scientifique qui avait fait cette expérience, il y en avait 36 et lui c'était 38. Le film montre bien à quel point oui, on a une chance de gagner, mais à une condition, faut être nombreux. Parce que face à une machine très bien huilée qui corrompt les politiques, a beaucoup d'argent, fait des campagnes de com pour ruiner la réputation de quelqu'un et n'a clairement pas peur des coups bas, en face, faut être nombreux et créatifs. Faut des activistes, des lanceurs d'alerte, des médias, des experts qui ont des pouvoirs complémentaires en fait. Est-ce que ça, c'était un des messages du film consciemment? Alors, écoute, je retenais le début de ta question. On a une chance c'est pas qu'on a une chance de gagner, c'est on doit gagner. Oui. Parce que c'est même plus une question de chance, il faut gagner. Il faut gagner pour le bon sens, il faut gagner pour l'intelligence de la vie, il faut gagner pour éviter la maladie, il faut gagner parce qu'on en a marre du profit à tout crin et qu'on a bien vu que ça ne nous épanouit pas, l'ultralibéralisme ne nous épanouit pas. Il faut gagner parce que il y en a marre qu'on dès l'enfance, on analyse nos enfants sur leur capacité cognitive à être efficaces par rapport aux chiffres et pas par rapport à la poésie, la musique, la couleur, la peinture, les poupées. Je sais pas, tout ce qui ferait qu'un monde éviterait de se foutre sur la gueule à la moindre tension. Donc ça paraît délirant d'être nous tous aussi craintifs sur la chance qu'on a. Il faut absolument gagner ce match et tant d'autres. Après, ce que je ne sais pas, c'est quels sont les moyens pour y arriver. Moi, je suis artiste, je fais un film dessus. Effectivement, après, il y a le fait de se regrouper, de se ressembler, de verbaliser les choses. Il y a plein de choses profondes en sociologie. Je trouve, par exemple, on est dans une ère où la parole se libère beaucoup. On en a parlé tout à l'heure avec les réseaux sociaux, avec les groupes d'action. Mais il faut que les oreilles s'ouvrent maintenant. On parle beaucoup et on s'entend pas beaucoup. Il faut que ça s'ouvre. Faut que ça s'ouvre un peu plus. Et il y a qu'un seul moyen pour ça, c'est de redevenir un peu sensible, d'accepter notre sensibilité pour vivre un peu mieux. En fait, je suis pas en permanence ton concurrent. Je m'en fous. On peut peut-être faire des trucs à deux aussi de temps en temps. Je suis pas en permanence obligé de gagner et toi de perdre. Enfin, pas toi, bien sûr, pas toi, hein, ni toi qui nous regarde. Tu comprendras bien. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Même ce langage guerrier, moi, me fatigue en permanence, quoi. Moi, j'ai fait des études quand j'étais gamin. J'ai fait des études qui auraient pu m'emmener à être prof de sport pour les gamins. J'ai vécu dans un monde de bisounours pendant toutes mes études de sport, quoi. On faisait pas je me demandais si le personnage qui est prof de sport, c'était un clin d'œil à ça. Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr. En plus, avec Emmanuel, que j'adore, non pas que j'adore pas Pierre et Gilles, je les vénère, mais Emmanuel, j'ai un lien particulier avec elle. J'avais très envie qu'elle incarne ce que j'ai vécu. Ouais, c'est déjà s'occuper des gamins, c'est formidable, et leur faire du sport dans cet état d'esprit-là, pas de compétition avec soi-même, juste d'être dans des valeurs de sport. Je suis toujours halluciné d'avoir d'un coup passé dans autre chose où on n'est plus dans se soutenir les uns les autres, on n'est plus dans tenir ensemble une distance à faire ou essayer de lancer le plus loin possible pour se sentir bien par rapport à nos propres hormones qui sont dégagées, mais d'être écraser l'autre, faire gaffe, dégager l'autre, tu n'es pas comme moi, je t'exclus du groupe, tu ne partages pas mes valeurs, tu vas sortir du groupe. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment redoutable, quoi. Selon toi, même si le film est réaliste sur beaucoup de points, en quoi ton film est différent de ce type de combat dans la réalité? Ah la vache, très bonne question. Mais j'ai beaucoup de compliments aujourd'hui. Je vais t'interviewer souvent. Non, c'est trop gentil. Déjà le compliment. En quoi est-ce que mon film est différent de la réalité, en gros? Bon, d'abord, en quoi il ne serait pas représentatif de la réalité? Je pense sur un point majeur qui est que c'est un exercice de synthèse, un film. C'est-à-dire, je condense en 2 heures
Là, en l'occurrence, qui se passe en 2 ans dans Oui, la il y a vie, beaucoup dans de les temps repères mort. temporels. Et le fait de raccourcir, souvent je fais cette expérience quand je présente le film en salle, pour que les gens comprennent bien. Si on se mettait tous avec nos téléphones pour faire une photo de la salle, libre de notre choix, il n'y en a pas un seul qui ferait la même photo. Donc forcément, moi, le fait de faire un film, moi, de le piloter, c'est mon interprétation, ma sensibilité. J'essaye de l'ouvrir aux gens parce que j'ai rencontré plein de gens et j'ai capté plein de sensibilités. Mais voilà, le principal défaut, ce serait celui-ci. C'est que les raccourcis que je prends quand je fais le film, déjà faussent un peu la narration, puisqu'il y a des ellipses et ça fait comprendre de manière différente les choses. Voilà, de ce point de vue-là, forcément, ça biaise la réalité. Après, dans le genre film réaliste, il y en a d'autres. J'ai d'autres potes qui font ce genre de film. Le mien est quand même très proche de la réalité parce que tout est sourcé, tout est témoigné et tout est vérifié. Ouais. Oui, pour moi, il y avait 2 choses. C'était le fait que là, on se focus sur une multinationale, alors que en vrai, il y en a des centaines. Que la rébellion, souvent, tu l'as dit, mais elle va se construire beaucoup plus lente et il peut y avoir beaucoup d'abattements. Là, en tout cas, on n'est pas allé dans cette direction-là, en tout cas pas durablement. Et je trouvais que c'est normal pour un film, tu dois rendre des choses visibles, mais que, en tout cas, j'ai l'impression, après je suis pas du tout expert non plus des lobbies, que même si tu évoques, effectivement, il y a souvent beaucoup plus de violences qui sont plus invisibles, plus insidieuses, plus discrètes, et donc tu l'évoques dans le film. Mais le fait de couper des subventions, de mettre quelqu'un au placard, Bien sûr. voilà, Bien beaucoup sûr. de travail de sape de fond, ou le fait de réseauter avec des politiques sur du long terme, voilà, des choses simples qui sont pas forcément négatives, mais voilà, qu'il y a tout un système qui est déjà en place avant de porter un coup fatal où il y a un mec qui va te tabasser dans la rue, quoi. Ouais, il y a une usure. Non, mais t'as raison. Ça rejoint un peu ce que je disais dans la synthèse du film. C'est-à-dire, t'es obligé dans toutes les séances que j'ai fait quand j'ai présenté le film, il y a toujours quelqu'un, un député, un scientifique, un médecin qui me dit « Ah, c'est dommage, vous avez pas assez parlé. » Et à chaque fois, je m'excuse, c'est l'exercice en 2 heures. Forcément, je passe sous silence quand je contracte l'histoire pour la ramasser en 2 heures, pour proposer un spectacle émotionnel ou un grand spectacle de cinéma aux gens, suivant comment on va le ressentir. Forcément, je mets pardon, t'as entendu, il est 13h. Il est 13h. Ça doit être, il est 13h, mais on est bien ensemble. Peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, il est 13h. Okay. Non, mais l'exercice de synthétique du film met des choses, ce qu'on appelle nous dans la couture du scénario, sous le tapis un peu, et forcément. Si c'était que des discussions d'avocats avec des dossiers. Voilà. Mais je te rejoins dessus. Je te rejoins un tout petit peu moins, mais tout ça est reste très positif. Quand tu dis ça ne parle que de phytosanis. En même temps, c'est pour ça que j'ai inventé ce nom, pour ne pas parler de Monsanto ou de BASF ou de Dow Chemical, pour ne citer que ces 3-là. C'était plutôt pour avoir une idée, systémique du problème, plutôt que de raconter une histoire. Souvent, on m'a dit, vous aviez pas envie de faire un biopic. Ça doit être vraiment super de faire il le mérite largement. Dwayne Johnson aux États-Unis, Paul François en France. Moi, j'avais vraiment envie de parler d'autre chose, de parler de la capacité de l'homme à se détruire, en fait. C'est ça qui m'intrigue dans tous mes films. Donc, j'avais besoin de faire un film un peu mosaïque, comme ça, un film choral avec plusieurs points de vue dessus. Les 3 personnages. Tu prends pas le point de vue des citoyens ou de l'activiste. Voilà, alors il y a les 3 personnages principaux, il y a des personnages secondaires avec Jacques Perrin, les compagnes, les compagnons des uns des autres. Et ça m'intéressait du coup de ne pas parler, de ne pas m'attaquer à Monsanto ou BASF ou que sais-je, Dupont de Nemours, mais de montrer que c'est ce système-là qu'il faut repenser entièrement, quoi. Ouais. Dans l'histoire, ni la militante ni l'avocat ne sont particulièrement engagés à la base. Bon, l'avocat, ça reste un avocat, évidemment. Mais c'est des gens normaux qui ont soit subi une injustice, soit sont révoltés par une injustice. Ici, le fait qu'on empoisonne des gens sciemment avec un pesticide. Et je trouve que moi, c'est mon cas, c'est celui de beaucoup de mes invités. Et je pense que ça va arriver de plus en plus souvent avec nos problèmes de société qui grandissent. Est-ce que c'était clair pour toi dès le début que tu voulais montrer que les militants sont souvent des gens normaux au départ? Ou bien tu l'as découvert en construisant le film?
Non, c'était vraiment, c'est-à-dire là aussi dans ta question, il y a au moins 2 réponses passionnantes à donner. La première, c'est que je voulais montrer une fois de plus cette disproportion. Il y a des gens qui sont organisés, Oui. les industries, la personne morale en général qu'on a créée, c'est la bête fauve qu'on a créée de nos mains, quoi. La personne morale qui est devenue plus forte que la personne physique et qui elle est organisée, qui ne pense qu'à ça, qui ne pense qu'à l'aboutissement. C'est quand toi tu penses à gagner ta vie, bien faire ton boulot, être honnête, élever tes enfants, être pas trop crevé le soir pour jouer avec eux, etc. Bon, voilà. Donc il y a cette disproportion que je voulais montrer, et c'est la réalité. La plupart des gens qui sont touchés par un scandale sanitaire à titre individuel sont des gens normaux, quoi. Ce sont des gens qui rentrent en bagnole, qui ont fait un examen, et là on dit il y a un petit truc, il va falloir qu'on refasse un peu de hop, et puis là on dit en fait c'est une tumeur. Vous avez pas pendant votre grossesse, bam, catastrophe. T'avais une vie normale, cool, d'un coup catastrophe. Voilà, j'avais envie de montrer ça parce que ça c'est vraiment la réalité, quoi. Après, c'est sûr que ce qui est effarant, c'est une fois de plus la disproportion de qualification, de moyens, de puissance de feu entre les deux, quoi. Voilà, et qu'après tu te débats comme tu peux, comme citoyen, pour te débrouiller avec tout ça, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai passé un moment trop bien. T'as l'air de trop une belle personne. Merci Pierre, toi aussi. On n'a qu'à continuer, on n'a qu'à faire un truc de 24 heures non-stop de discussion sur les réseaux. Dépêchez-vous d'aller voir Goliath en salle. Il est sorti depuis 1 mois, et voilà, pour qu'il reste en salle le plus longtemps possible. Si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Frédéric, je te conseille celui avec Vandana Shiva, militante anti-OGM et prix Nobel de la paix. Ciao Frédéric, ciao tout le monde. Salut Pierre, je t'enverrai un DVD. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.